Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très très heureuse année. Voilà, je suis encore dans les temps, j'ai encore le droit. Donc voilà, j'espère qu'on aura une année heureuse, en bonne santé et avec plein de découvertes. Donc je vous retrouve pour notre tour du monde qui pour le moment est plutôt un tour de France. Donc, pour découvrir un nouvel exemple des musées de beaux-arts des provinces de France, on a fait ensemble Lille et Rouen. Et donc, on poursuit aujourd'hui en découvrant le musée des beaux-arts de Dijon. Le musée des beaux-arts de Dijon a bénéficié d'un très très grand chantier de réaménagement et de restauration. Une partie des œuvres ont été restaurées, tout le musée a été réaménagé. C'est un chantier de 10 ans qui a pris fin l'année dernière, au mois de mai 2019. Oui, non, c'était même l'année d'avant. Au mois de mai 2019, le musée a rouvert avec un tout nouvel aménagement et une remise à neuf du musée. C'est un musée qui est très particulier parce que par rapport aux deux autres bâtiments que je vous ai présentés, le musée des Beaux-Arts de Dijon est lui installé dans l'ancien palais des ducs de Dijon, qui devient, après le retour du duché de Bourgogne dans le giron français sous le règne de Louis XI, qui devient donc le siège des États de Bourgogne. Alors pour ce qui concerne le musée, il a une histoire un peu étonnante par rapport à celle des autres musées de province, parce que le musée de Dijon est en fait héritier de la création d'une école de dessin par François Desvosges en 1766, qui a entraîné la création d'une collection au service de l'étude, et donc qui a par la même occasion entraîné la construction d'une nouvelle aile dans le bâtiment des États de Bourgogne, qui a permis de rétablir la symétrie qu'avait prévue l'architecte qui avait aménagé cette partie du bâtiment à l'extrême fin du XVIIe, tout début du XVIIIe siècle, Jules Hardouin-Mansart. Donc pour l'image qui nous intéresse, vous avez dans l'axe la tour de Philippe le Bon, donc, qui est le palais des ducs de Bourgogne, et puis en premier plan, vous voyez ce grand bâtiment règne de Louis XIV, réaménagé en partie sous le règne de Louis XV, donc qui est le palais des États de Bourgogne, et sur la droite de ma photographie, une aile dans laquelle se trouve l'ancêtre du musée des Beaux-Arts de Dijon. Donc l'école a été fondée en 1766 et les États de Bourgogne ont donc décidé de l'aménagement de l'aile orientale pour accueillir le musée. Donc tout ça aurait dû être mis en place en 1787. Donc, bien évidemment, la Révolution a complètement perturbé cette ouverture du musée. Les saisies révolutionnaires entre 1791 et 1793 ont ralenti bien évidemment l'aménagement du musée, qui n'a ouvert en réalité qu'en 1799. Aujourd'hui, c'est un des très très riches musées de province en France. On ne va avoir qu'une toute petite partie de ces collections. Pour vous donner une idée, le catalogue du musée, alors comprenant l'ensemble, les antiquités, les objets d'art, la peinture, la sculpture et les dessins, c'est une collection de 130 000 pièces. Donc, bien évidemment, on ne va pas en voir autant, on va en voir que quelques-unes, et surtout, on va parler à la fois des collections et du musée lui-même. Donc, nous voilà sur ce qu'était le plan de cet immeuble avant les destructions qui ont été opérées au XIXe siècle. Donc, c'est un plan qui date de 1850, mais qui montre un état de l'immeuble antérieur à des destructions. Donc, vous voyez le grand rectangle central est en fait le bâtiment que je viens de vous montrer en photo. Juste à droite de ce rectangle, vous voyez une aile qui est voilà, parallèle à l'aile droite du rectangle, et qui étaient les communs, une partie des cuisines du palais de Philippe le Bon. Malheureusement, une partie de ces cuisines a été détruite au XIXe siècle, ainsi
que la Sainte-Chapelle, qui est complètement à droite de l'image, qui elle a été détruite en 1802, et ça c'est véritablement une catastrophe dans l'histoire du palais. Toujours est-il que pour ce qui nous intéresse, le palais des ducs de Bourgogne correspond en fait à la succession des ducs valois à la tête des États de Bourgogne. Le dernier des ducs de Bourgogne capétiens s'éteint en 1361 et le roi Jean II va donner en apanage la Bourgogne à son plus jeune fils, Philippe, celui que nous on connaît comme Philippe le Hardi, et c'est lui qui va commencer les travaux de réaménagement de l'ancienne résidence des ducs de Bourgogne. Philippe le Hardi est un membre de la famille royale, il est donc fils de Jean II, du roi Jean II, hein. Il est le frère de Charles V et du duc de Berry, donc il fait partie de ces grands princes à la fois collectionneurs et qui ont une cour très fastueuse autour d'eux, ce qui va justifier la construction d'une résidence de prestige pour le prince. Alors, on voit ici l'état du palais aujourd'hui. Donc, vous voyez cette grande lame dorée sur la gauche de ma photo qui correspond en fait aux aménagements qui ont été faits pour la restauration du palais des Beaux-Arts. Donc, ce sont des travaux qui ont été réalisés pour l'aile que je vous montre entre 2008 pour le lancement du chantier et 2013, c'est toute la partie qui concerne le Moyen-Âge et la Renaissance. Et vous voyez au milieu de ma photo la galerie de Bellegarde, qui elle a été aménagée au tout début du XVIIe, en 1615, pour un des gouverneurs de Bourgogne. Elle permet de relier la tour de Bar, dont vous voyez en fait le socle sur la droite de ma photo, donc, qui elle a été construite pour Philippe le Hardi, et complètement à gauche, vous la voyez juste qui dépasse des toitures, la tour de Philippe le Bon. Donc en fait, ce sont les anciens logements des ducs de Bourgogne. Dans votre photo, en fait, on a derrière nous, dans notre dos, les cuisines de Philippe le Bon, qui sont un des derniers grands aménagements effectués pour le duc avant que voilà, le duché ne retombe dans les griffes, hein, entre guillemets, de la France. Louis XI réussit à remettre la main sur la Bourgogne après la mort de Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon, et lui-même père de Marie de Bourgogne. Marie de Bourgogne se marie à un Habsbourg, Ferdinand de Habsbourg, et à ce moment-là, les terres de Bourgogne explosent littéralement. Les Pays-Bas et la Franche-Comté reviennent aux Habsbourg, et le duché lui-même de Bourgogne, donc Dijon, revient dans le giron de la France. Un descendant, un petit-fils de Marie, et Charles Quint. Donc voilà, c'est une succession qui va faire rentrer en conflit de nouveau la famille de France avec la famille de Bourgogne. Les grands-ducs que je viens de vous citer, bien évidemment, ont régné pendant la guerre de Cent Ans. Donc, le fait que la Bourgogne soit rattachée de nouveau à la couronne nécessite des réaménagements à l'intérieur du palais. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, des travaux qui sont donc entrepris sur le bâtiment sous le règne de Louis XIV principalement, pour ajouter une aile au bâtiment, toute une série en fait de structures pour recevoir à la fois le gouverneur et les États de Bourgogne. C'est la salle que vous voyez devant vous, la salle des États de Bourgogne. C'est là donc qu'a été voté le principe de création du musée. C'est un bâtiment donc qui a été en partie aménagé par l'architecte Guittard et terminé par Jules Hardouin-Mansart, le grand architecte de la fin de règne de Louis XIV. Donc c'est un palais qui regroupe à la fois une partie de la fin de la période médiévale et un très grand bâtiment, principalement du XVIIe et tout début du XVIIIe, réaménagé au XIXe siècle et qui accueille aujourd'hui les différents équipements de la mairie
de Dijon. Pendant la période révolutionnaire, l'immeuble a aussi servi en partie dans des fonctions juridiques qui petit à petit ont déménagé pour laisser place au milieu du 19e siècle à la mairie de Dijon. Donc, le musée occupe une de ses ailes. Dans les travaux de réaménagement du musée qui viennent donc de se terminer, qui se sont terminés au printemps 2019, une partie des salles de la mairie a été cédée au musée qui a besoin, bien évidemment, d'espace. Comme d'habitude, les musées ils ont toujours besoin d'espace. Alors, je profite de cette étape pour vous montrer la fameuse tour de Philippe le Bon, donc, qui est le grand-duc. C'est le personnage le plus brillant en fait de la cour de Bourgogne. Ça a été un des grands princes voilà, de la seconde moitié du XVe siècle, et un prince brillant et un grand collectionneur. C'est grâce à lui en fait que les États de Bourgogne deviennent véritablement une des grandes puissances politiques de l'époque face à la France et alliée à l'Angleterre. Voilà, on rentre dans des détails de l'histoire de France qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui. Donc, le musée est installé dans une partie des anciens bâtiments du palais des ducs de Bourgogne. Et entre autres, elle est extrêmement célèbre et c'était le pivot de la première phase de réaménagement, la salle des gardes. Donc, techniquement, vous êtes en jonction entre les deux ailes anciennes de l'immeuble, entre les constructions de Philippe le Hardi et les constructions de Philippe le Bon, même s'il reste peu de choses des constructions de Philippe le Hardi. Et donc, cette partie de l'immeuble a conservé cette grande salle des gardes dans laquelle ont été déployés, ma photo est ancienne, elle n'est plus dans son aménagement, elle n'est pas dans son aménagement actuel, ont été déposés les tombeaux des ducs de Bourgogne. Alors, le musée est riche d'une collection à la fois très vaste et de quelques œuvres vraiment majeures de l'histoire des collections de Bourgogne. Donc, la collection du musée s'est enrichie quand la loi Chaptal, alors je vous en ai déjà parlé, donc on ne va pas reprendre, mais la loi Chaptal crée 15, au tout début du 19e, crée 15 musées de province vers lesquels on va redéployer progressivement une partie des collections qui ont été réunies à Paris. Donc le musée a bénéficié de dons faits par l'État entre guillemets, vers le musée. On a 72 œuvres qui ont été déposées, d'œuvres nationales qui ont été déposées au musée de Dijon. Donc, parmi ces œuvres, on a entre autres une œuvre de Guido Reni qui représente Adam et Ève, et on a un très beau paysage de Bruegel de velours. Mais en réalité, le musée a bénéficié de donations très importantes. La liste des donateurs dans l'histoire du musée est exceptionnelle. Il y a 700 noms parmi les donateurs, et on a parmi elles des donations énorme. Le legs Trimolet qui intervient en 1878, c'est presque 2000 œuvres qui sont cédées au musée, parmi lesquelles le portrait, dans les œuvres du musée de Dijon, le portrait de femme de Lorenzo Lotto, et dans le legs d'art, qui est la collection du baron d'Amal Billet, on a 1000 œuvres qui sont cédées au musée, avec parmi elles un tableau que je vais vous montrer, Auguste et la Sibylle de Tibur. Un petit dernier exemple pour ces donations, la donation Granville, qui est intervenue au XXe siècle. C'est 3 donations les unes derrière les autres, dans le courant du XXe siècle. Entre 1969 et 1986, c'est une donation d'1 millier d'œuvres, avec parmi ces œuvres le Souffleur de Georges de la Tour, que je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc, on revient sur la salle des gardes, qui est donc dépositaire depuis le 19e siècle, depuis 1828, des tombeaux des ducs de Bourgogne. Alors, on a 2 grands tombeaux qui sont extrêmement célèbres, qui se trouvaient
pas du tout, bien évidemment, dans le palais à l'origine. Elles se trouvaient toutes les deux, ces tombes, dans le cœur de la chartreuse de Champmol. Pour les personnes qui connaissent Dijon, et j'espère qu'on a des Dijonnais parmi nous, la chartreuse est en fait aujourd'hui sur le bord du centre de la ville. À l'époque, bien évidemment, elle est à l'extérieur de Dijon. Si vous allez à Dijon en train, la gare est juste à côté de ce qui reste aujourd'hui. Alors, il ne reste pas grand-chose, malheureusement, de la chartreuse de Champmol, qui a été vendu comme bien national à la fin de la période, pendant la période révolutionnaire. Les tombeaux ont été démontés et remontés à l'intérieur de la cathédrale du cœur de la cathédrale Sainte-Bénigne en 1791, puis démontés de nouveau en 1793. À cette occasion, il y a toute une partie des décors qui a été perdue. Et donc, ils ont été renvoyés, redéposés à l'intérieur auprès du musée des Beaux-Arts de Dijon après une très, très importante restauration qui a été effectuée entre 1819 et 1826 pour essayer de rassembler ces pièces. Je suis content qu'on ait des Dijonnais parmi nous, parmi les pièces du musée. Alors, voilà, c'est une image, malheureusement, enfin, je vais vous montrer le tombeau d'un tout petit peu plus près, mais malheureusement, le tombeau de Philippe le Hardi a été endommagé pendant la période révolutionnaire. Donc, c'est un énorme ensemble de sculptures. La commande a été passée au milieu des années 1380, 1384. Donc, c'est Philippe le Hardi qui commande cet ensemble, ce tombeau. Et donc, il a été réalisé en fait en plusieurs étapes. La partie première de la commande à Marville a consisté à réaliser les arcatures et la livraison de la dalle de marbre qui porte les gisants. À la mort de Philippe le Hardi, le tombeau est tout juste entamé. Et donc, c'est son fils, Charles le Téméraire, qui fait poursuivre la commande et il fait intervenir le très, très célèbre sculpteur de la chartreuse de Champmol, Klaus Sluter. Il nous reste de la chartreuse de Champmol le très, très célèbre puits de Moïse et le portail de la chapelle de la Chartreuse. C'est tout ce qui nous reste de ce magnifique ensemble, plus le tombeau de Philippe le Hardi. Malheureusement, Klaus Sluter meurt lui-même très rapidement, 2 ans après le passage de la commande. Et donc, c'est son neveu et bras droit, Klaus de Werve, qui a terminé le tombeau. Donc, il a été démonté, très, très maltraité pendant la période révolutionnaire. Bien évidemment, vous imaginez bien, le gisant a été complètement ravagé. On a, par chance, préservé le visage et les mains du gisant. Les arcatures ont été démontées, tous les pleurants ont été dispersés. Et donc, il a fallu recomposer, véritablement rassembler ce tombeau pour pouvoir le restaurer et le mettre, le présenter dans le musée à partir donc de 1828. C'est une pièce de sculpture absolument sublime. On est à la fin donc de la période gothique pour ce qui nous intéresse, pour ces 2 tombeaux. Donc on a celui de Philippe le Hardi et celui de Charles le Téméraire. Et donc vous avez toute la procession en fait des pleurants qui accompagnent le duc dans son enterrement, dans sa mise au tombeau. Donc ça, les processions, elles existent déjà depuis le milieu du XIIIe siècle, mais c'est devenu un objet de sculpture absolument sublime à l'intérieur de ce tombeau. Donc on a 2 grandes dalles de marbre noir. Au milieu, donc tout ce système d'arcature, d'inspiration gothique, qui est vraiment un travail étonnant de marbre, et la suite, le cortège des pleurants, qui est en albâtre. Voilà, vous comprenez pourquoi la commande a pris autant de temps. Le tombeau est finalement mis en place en 1410. Alors, je vous signale tout de suite que ça n'est pas vraiment un tombeau, c'est un cénotaphe. Les tombes des ducs de Bourgogne étaient dans une crypte sous le chœur de la Chartreuse. Donc, il n'y a pas de corps à l'intérieur de cette sculpture. C'est une évocation du tombeau, mais la tombe elle-même se trouve dessous. Donc,
c'est un cénotaphe avec toute cette série de personnages. Donc on connaît bien hein, ces cortèges. Ce sont les accompagnants religieux. Donc on a les chantres, les chartreux, l'évêque qui sont représentés, plus une partie de la cour de Bourgogne. C'est considéré comme véritablement une des œuvres sublimes de ce groupe. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas que Klaus Sluter et Klaus de Verve, il y a aussi tout l'atelier qui a travaillé. Les spécialistes de cette sculpture, de ce groupe de sculptures, arrivent à distinguer même les mains de certains des membres de l'atelier de Klaus Sluter. Et surtout, ce qu'il y a de magique dans cet ensemble, vous le voyez en partie sur ma photo, c'est l'idée de créer un effet de procession qui ne soit pas morne. Ce ne sont pas juste des personnages les uns derrière les autres, ce sont des figures en mouvement avec des expressions véritablement et un magnifique travail, on est à la fin de la période gothique, un magnifique travail des plis des personnages, une véritable vie, des personnages qui sortent complètement du cadre de la sculpture. Voilà, je vous remontre une autre photo de cet ensemble et vous voyez bien l'importance, on la devine d'évidence, l'importance qu'a eu cette sculpture, cet ensemble de sculptures dans l'histoire de la sculpture médiévale et l'influence qu'elle a créée par la suite. Donc, le tombeau est réalisé en 1400 et fini en 1410. Alors, la succession est un petit peu compliquée hein, chez les ducs de Bourgogne. Donc, le fils de Philippe le Hardi, hein, c'est Charles le Téméraire. C'est donc la période de conflit la plus violente et la plus compliquée de la guerre de 100 ans. Charles le Téméraire fait exécuter Louis d'Orléans. Vous êtes sous le règne de Charles VI le Fol, avec un conflit à l'intérieur de la famille royale pour savoir qui dirige le conseil de régence, puisque le roi est perd complètement la tête. Donc on a deux personnages qui s'opposent violemment, Louis d'Orléans, le frère de Charles VI, et donc Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, l'oncle de Louis, qui fait exécuter Louis. En vengeance, Charles, le prince héritier, le futur Charles VII, fait à son tour exécuter Charles le Téméraire, donc le duc de Bourgogne. On arrive là à un conflit très complexe à l'intérieur de la famille royale. L'héritier de Bourgogne, notre Philippe le Bon, le grand-duc, se dresse contre le futur Charles VII, qui doit donc fuir Paris et se réfugier à Bourges. C'est le roi de Bourges. Et donc le duc de Bourgogne s'allie à l'Angleterre contre les Armagnacs. Donc vous êtes dans cette période très agitée de l'histoire de France. Et donc très logiquement, Philippe le Bon, pardon, fait réaliser un tombeau pour son propre père, Charles le Téméraire. Donc, pardon, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus. Je vous montre là le gisant donc de Philippe le Hardi. Donc les mains et la tête ont pu être sauvées. Le corps a été complètement recréé au XIXe siècle. Les anges ont été aussi restaurés, très restaurés. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est le cortège des pleurants. Sur les 70 pleurants, il n'y en a que 4 en fait qui n'ont pas pu être réintégrés au fur et à mesure du 19e siècle. Les différents pleurants qui manquaient, il en manquait 10, ont été rachetés. Aujourd'hui, il ne nous en manque plus que 4. On en a 3 qui sont dans une collection d'un musée américain, donc voilà, elles ne reviendront pas. Et il en reste un dans une collection particulière. Mais donc voilà, on a la quasi-totalité aujourd'hui des pleurants du tombeau du Hardi. Et voilà le tombeau de Jean sans peur, donc qui lui est réalisé par deux grands sculpteurs de la cour du duc. Il est magnifique, hein, il n'y a absolument aucune contestation, mais à la demande même de Philippe le Bon, le tombeau de son père est très largement inspiré par celui de son grand-père, Philippe le Hardi, à un point qu'en fait, certaines des sculptures des pleurants sont des copies
du premier tombeau. Donc les deux se trouvaient dans le cœur de la chartreuse de Champmol. Et donc, voilà, ils ont été considérablement martyrisés pendant la Révolution, mais avec un effort absolument incroyable au XIXe siècle. On a pu rassembler les différents éléments de ces deux tombeaux qui ont été remis en place donc, à l'intérieur de la salle des gardes. Ils ont, pendant la période de restauration de la première tranche du bâtiment entre 2008 et 2013, été démontés, et on a prêté les pleurants pour montrer, voilà, ils ont été prêtés dans différents musées à l'étranger pour montrer la qualité de la réalisation de ces tombeaux. Mais alors, on n'a pas fini avec la chartreuse de Champmol, parce que dans la chartreuse, bien évidemment, les ducs commandent également des décors de retables. Donc le triptyque que je vous montre, on a deux grands retables à l'intérieur de la chartreuse qui ont été sauvés. Donc le retable de la crucifixion et le retable des saints et des martyrs. Malheureusement, le retable des saints et des martyrs a perdu l'arrière de ses volets. Donc je vous montre le retable de la crucifixion qui est une œuvre absolument superbe. C'est un très très bel exemple de ces commandes de décors qui ont été passées pour la Chartreuse, fondée donc par les ducs de Bourgogne, fondée par Philippe le Hardi, donc qui a commandé de ces décors. Alors, je fais une très rapide parenthèse. Philippe le Hardi a été marié à Marguerite de Flandre, et donc par la succession de Marguerite de Flandre, le duché de Bourgogne s'étend sur ce que sont aujourd'hui les Flandres, donc le nord de la France, la Belgique et une partie des Pays-Bas. Donc le duc se retrouve à la tête d'un État absolument colossal, extrêmement puissant politiquement, et surtout, il va pouvoir faire appel à des ateliers très prestigieux et très raffinés de sculpture et de peinture qui se trouvent dans les Flandres. Vous avez devant vous un des très beaux exemples de ce qu'a été ce qu'est la qualité de la réalisation des ateliers de Bruxelles et d'Anvers pour créer de ces magnifiques retables, qui sont des juxtapositions de sculpture et de peinture. Donc voilà, véritablement un magnifique ensemble qui représente la crucifixion au centre et à gauche les rois mages, la visite des rois mages, et à droite la mise au tombeau. Les deux ailes, elles, conservent les figures de plusieurs saints. Alors, je vous expliquerai ça après. Donc, les sculptures ont été réalisées par Jacques de Bars. Voilà, je vous en montre une d'un tout petit peu plus près, donc avec les rois mages. Ça, c'est un ensemble absolument, vraiment étonnant, un travail absolument superbe de la fin du XVe siècle, à la fois dans le mouvement des figures. C'est une très nette inspiration du sculpteur dans le domaine de l'orfèvrerie. La sculpture est en bois, hein, bien évidemment, ensuite retravaillée à la feuille d'or, et avec, vous voyez sur le fond du panneau, un travail de poinçon pour animer la surface de cette sculpture, qui a ensuite été mise en couleur pour voilà, donner son éclat à cet ensemble de sculptures. Vous ferez attention, on a un bel exemple à la fois de la qualité du travail de sculpture, regardez tout le groupe qui est à gauche, et en même temps, voilà une influence, une marque encore en partie de la sculpture gothique sur le personnage du roi mage au milieu des trois. Oula, j'ai fait un faux mouvement, je pense. On repart, excusez-moi. Voilà, hop. Donc le roi mage qui se trouve pas celui qui est complètement à droite, celui qui est au milieu du groupe des trois rois mages. Faites attention aux plis sur la robe du personnage. Ces plis juxtaposés plats les uns sur les autres marquent bien voilà, l'influence gothique à l'intérieur de cet ensemble. Et puis, donc, ça fait partie des choses importantes à propos de ce retable. Une fois les volets fermés, apparaît l'œuvre de Melchior Boderlam, qui a réalisé un ensemble de peintures qui évoquent la vie de la Vierge. Donc vous voyez
À gauche, Annonciation et Visitation. À droite, le baptême le Christ au temple. Et complètement à droite, la fuite en Égypte. C'est un ensemble de peintures donc, qui sont réalisées pareil à Ypres, donc dans les Flandres. C'est vrai, je trouve que c'est un très très bel ensemble. C'est vraiment tout l'ensemble autour de l'abbatiale de Champmol est vraiment un ensemble d'une qualité incroyable. On voit la puissance et la fortune des ducs de Bourgogne qui ont pu s'offrir les services de vraiment des plus grands artistes de l'époque. Alors, malheureusement, enfin, voilà, il faut aller sur place. Le musée est fermé aujourd'hui, mais bien sûr, mais j'espère que dans quelques semaines, on pourra aller le voir ensemble. Ce groupe de peinture est très, très intéressant pour nous hein, parce qu'il montre l'influence dans l'école flamande, la construction en fait de l'école flamande et l'influence, les échanges qu'il y a avec l'Italie. Donc, regardez, on a une juxtaposition de l'Annonciation et de la Visitation. Pour que vous ne vous ennuyiez pas en regardant le tableau, le peintre a donc mis l'une à côté de l'autre deux scènes liées à l'histoire de la Vierge, mais une en intérieur, une en extérieur. Logiquement, il paraît relativement évident que la Vierge enceinte visitant sa cousine Élisabeth enceinte, il y a de fortes chances pour que ça ait été dans un intérieur. Mais pour pas que vous vous ennuyiez, pour pas qu'on ait une juxtaposition de plusieurs intérieurs, il a sorti ces figures pour les mettre dans un paysage. Alors, on va s'intéresser un petit peu au groupe de l'Annonciation parce qu'il est très très intéressant pour nous. Faites attention, la Vierge est à l'intérieur d'une petite loggia, hein, travaillée en perspective, donc ça c'est particulièrement passionnant pour nous parce que c'est donc une des caractéristiques. On est en train de mettre en place la perspective, essayer de travailler ces bâtiments en perspective, donc l'introduction d'un goût qu'on rapproche nous de la Renaissance, mais avec des figures, regardez la Vierge et Élisabeth à droite, là où on voit les plis qui se rapprochent du principe gothique. Pareil, si vous faites attention aux auréoles derrière les personnages, à la fois l'ange, la Vierge et les deux personnages à droite, l'auréole est parfaitement plane derrière la figure dessinée, ce qui est plutôt caractéristique du gothique. À la Renaissance, si vous pensez à Botticelli par exemple, l'auréole va venir basculer pour se mettre en perspective au-dessus du visage du personnage. Allez, encore quelques petits détails et on passe à autre chose. Dans le groupe de l'Annonciation, on a toute une série de symboles liés à la Vierge elle-même pour vous qualifier le personnage que vous êtes en train de regarder. Donc au premier plan, l'ange et juste à côté de lui le lys, qui d'évidence est voilà, un des symboles classiques de la Vierge, mais derrière les ailes de l'ange, vous voyez une série de crénelages, c'est Hortus, c'est le jardin clos. Le jardin clos est évocateur lui-même de la personne de la Vierge. Voilà, une ère protégée dans laquelle naît le miracle, bien évidemment qualificatif de la Vierge et de la naissance du Christ. Dans ce jardin, sous les ailes de l'ange, on a un rosier qui porte les roses rouges, donc là encore une fois, lié à la figure de la Vierge et de la Passion. Et on a la suite du jardin dans la perspective au fond avec le labyrinthe. On a aussi une évocation de l'Orient à l'intérieur de cette composition, bien évidemment, voilà. Tout ça est censé se passer en Terre Sainte. Et donc, si vous faites attention, au-dessus de la Vierge, on voit cette construction d'un dôme rose, voilà, qui évoque l'Orient dans cette œuvre. Rien que, voilà, les tombeaux et le retable de la crucifixion justifieraient à eux seuls que vous alliez ou que nous allions à Dijon. Mais alors, bien évidemment, le musée est à la tête et propriétaire de toute une série d'œuvres toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Alors, je ne vais vous en montrer que quelques-unes. Et voilà, il faudra qu'on y aille ensemble. Mais donc, je vous montre l'empereur Auguste et la Sibylle de Tibur. C'est un panneau qui appartient à la période de transition. C'est une œuvre de Konrad Witz que vous ne connaissez peut-être pas. C'est aussi l'intérêt du musée des Beaux-Arts de Dijon parce qu'il est propriétaire, à cause même de son histoire, d'œuvres de la Renaissance
des États germaniques et de Suisse, donc qui sont très très peu présents dans les autres collections nationales parce que tout simplement, historiquement, ils ne sont pas aussi proches que l'était la Bourgogne. Donc, ce panneau de Witz appartenait à un très très grand retable de l'abbaye Saint-Léonard à Bâle. Alors, l'histoire religieuse de la Suisse a fait que le développement du protestantisme a abouti à la destruction de toute une série d'œuvres religieuses, et entre autres cet immense retable consacré à l'histoire, à une période particulière du concile de Bâle. Donc, Witz a peint ce très très grand retable à partir du texte du Miroir du Salut, un texte médiéval qui met en pendant Ancien Testament et Nouveau Testament. Et donc nous avons devant nous la représentation de l'empereur Auguste et de la Sibylle de Tibur. L'empereur Auguste consulte la Sibylle de Tibur pour savoir s'il doit accepter d'être divinisé. Et la Sibylle de Tibur ne lui répond pas, mais montre au ciel l'apparition de la Vierge à l'enfant, puisque l'empereur aurait consulté la Sibylle le jour de la naissance du Christ. Donc voilà, l'empereur ne peut pas être divinisé parce que l'incarnation de Dieu s'est faite ce jour-là. Le panneau est passionnant pour nous. Alors, la restauration du fond d'or a fait disparaître, mais déjà dans la découpe du panneau, on avait perdu l'apparition de la Vierge à l'enfant dans la partie haute de la composition. Et vous le voyez, en fait, Auguste est en train a mis la main parce qu'il y a un éclat dans le ciel qui l'éblouit. Auguste n'est pas Dieu et le Christ lui apparaît sous la forme de l'enfant Jésus, et l'éclat de l'apparition l'aveugle, donc il se protège de cette apparition. La Sibylle elle-même pointe vers le ciel. C'est un panneau absolument superbe. Là encore une fois, on est dans des transitions entre la période gothique et le tout début d'approche de la Renaissance. Alors le gothique, c'est évident, le fond doré en est une évidence. Par contre, ces formats de personnages courts, un peu Rabelais, est assez caractéristique du point de départ des primitifs des écoles du Nord. La gestuelle est passionnante pour nous. Et bien évidemment, il y a une qualité de réalisation passionnante, fabuleuse pour les textiles, et particulièrement la tenue de l'empereur. Alors, Dijon est propriétaire d'un double panneau. On a divisé, alors ça c'est mal dans l'histoire, mais bon, voilà, il se trouve que c'est comme ça. On a divisé dans la profondeur ce panneau de bois, et le Saint-Augustin qui se trouvait au revers appartient encore aujourd'hui aux collections du musée de Dijon. Bâle est toujours propriétaire de 9 de ces panneaux, et il y en a un à Berlin. Alors juste pour vous expliquer ce qu'était ce retable, pour vous donner une idée, le panneau que vous regardez fait presque 1 mètre de haut. Et c'est un des tout petits panneaux latéraux, des volets, qui se refermait sur la partie centrale de ce retable. La partie centrale a été complètement perdue. On n'a absolument aucune idée de ce qui est devenu. Probablement un grand ensemble sculpté qui représentait un Christ trônant. Et donc, de part et d'autre, on avait ces volets, et dans chacun des panneaux des volets ouverts, on avait des éléments de l'Ancien et Nouveau Testament qui se répondaient. Donc, le groupe d'Auguste et de la Sibylle de Tibur répondait très certainement à un panneau malheureusement disparu aujourd'hui qui représentait la Nativité. Voilà, donc c'est un très très bel exemple pour nous de cette période de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, là spécifiquement dans l'école suisse de peinture. C'est donc passionnant d'aller découvrir ces œuvres parce qu'elles nous parlent d'une école qu'on connaît extrêmement mal dans les collections françaises. Bien évidemment, voilà, je pouvais difficilement passer à Dijon sans vous montrer cette œuvre du maître de Flémal, Robert Campin, qui représente la Nativité. C'est probablement une des œuvres les plus célèbres de Campin, qui donc représente un épisode passionnant pour nous. Alors la Nativité, vous allez me dire, bon, franchement Frédéric, la Nativité, on connaît, mais en fait, le peintre à l'intérieur de ce tableau relie 3 épisodes différents, et donc 3 points de vue des textes saints. Alors, la Nativité elle-même, avec la Vierge et Joseph au centre de la composition, la visite des bergers qui est juste au-dessus de la Vierge,
et à droite, les sages-femmes. Alors ça, c'est dans les évangiles apocryphes que se trouve cette représentation des sages-femmes. Elles sont absolument superbes. La tenue des sages-femmes est magnifique. Alors, si vous y faites attention, là encore une fois, on est dans une époque de transition. Le peintre a principalement travaillé à Tournai. Donc, on est en transition entre la période médiévale, les gothiques, et les primitifs flamands. Là, on est dans la proximité de Van Eyck et Van der Weyden, avec donc des figures, si vous y faites attention, les textiles sont travaillés encore avec des plis cassés très proches de la pensée gothique, et les phylactères, entre autres, au-dessus des sages-femmes. Je fais une petite parenthèse. On a deux sages-femmes qui sont représentées, Hazel, celle qui est face à vous, au fond, habillée de bleu, qui reconnaît, après la naissance du Christ, que la Vierge est toujours vierge, justement. Ce que ne croit pas Salomé, le personnage qui est dos face à vous, hein, et qui exprime son doute que la Vierge ait conservé sa virginité malgré la naissance de l'enfant Jésus. Bien comme son scepticisme est puni et sa main se dessèche. Et conseillée voilà, par les anges, elle touche l'enfant Jésus et sa main est guérie. C'est précisément le geste que vous avez en cours où elle est en train de tendre la main vers l'enfant. Ça, c'est passionnant pour nous parce que c'est véritablement un détail à l'intérieur de la lecture du tableau. Alors, le paysage est bien évidemment très très célèbre à l'intérieur de ce tableau parce qu'on sort des grands fonds dorés que je vous ai montrés pour faire introduire le paysage à l'intérieur de l'œuvre. Vous aurez fait attention à ça. Campin a représenté un paysage d'hiver. Les arbres sont complètement dénudés parce que bien évidemment, voilà, le Christ est né au mois de décembre. Alors, vous le savez, l'enfant Jésus naît juste après le solstice d'hiver. Et donc, c'est une période intéressante. La naissance du Christ correspond au moment où les nuits se rallongent, tradition depuis l'Antiquité de la véritable renaissance, du retour à la vie de la nature, et qui est symbolisée à l'intérieur de ce tableau par l'arrivée de la lumière. On a 3 entrées de lumière principales à l'intérieur de ce tableau, illustrées à l'intérieur de ce tableau. Le soleil qui se lève tout en haut de la composition, et puis hop, on se rapproche. Le personnage de Joseph qui tient dans la main une bougie pour illustrer, voilà, une autre source de lumière. Bien évidemment, vous le voyez, la Vierge est tournée, penchée vers le bas, et on a toute une partie, regardez sur le costume de Joseph, la lumière arrive par le bas parce que véritablement, la source de lumière à l'intérieur du tableau, c'est très très logiquement l'enfant Jésus. Et puis on a un petit côté anecdotique, ça c'est très très peinture flamande, avec le groupe des bergers qui est absolument génial, avec le berger qui a retiré son chapeau pour la naissance de l'enfant Jésus. Voilà, mes enfants, il faut que je m'avance parce que je suis déjà en retard. Alors, on va accélérer et puis je vais vous libérer. Mais je voulais vous montrer encore une ou deux œuvres, en fait 3. Le souffleur qui est magique. Le souffleur à la lampe, c'est une œuvre superbe de Georges de la Tour. Le souffleur fait partie de ces quelques œuvres dont on est presque sûr qu'elles étaient destinées à des collectionneurs privés, enfin à des mandataires privés. C'est pas du tout une représentation religieuse, c'est véritablement l'équivalent d'une scène de genre, avec donc cet enfant qui souffle sur les braises et qui a permis, qui permet au peintre de créer cet effet de lumière absolument extraordinaire, avec des effets de véritablement ombre, ténèbres et éclat de la lumière, un pur clair obscur des écoles du Nord. On le sait, hein, Georges de la Tour a été très très largement inspiré par les caravagesques du Nord de l'Europe. Lui-même n'a pas du tout voyagé, pas du tout été en Italie, hein, mais il s'est inspiré en fait de ce que le caravagisme diffusait en Europe pour créer ces effets de lumière absolument extraordinaires. Faites attention à ça avec les joues gonflées du personnage, et regardez le costume du personnage et sa chemise. Le peintre a évoqué
ces effets de matière dans la lumière en géométrisant en réalité. Hein, le dessin n'est pas très très précis sur ces textiles, pour concentrer votre regard sur ce visage d'enfant et bien évidemment créer cet éclat de lumière au centre du tableau, donc de l'éclat de lumière de cette braise vers les extérieurs pour passer ensuite dans l'ombre totale sur le fond du tableau. Alors, bien évidemment, les éclairages modernes font perdre une partie de la magie de ces tableaux. Quand vous irez au Musée des Beaux-Arts de Dijon, imaginez-vous cette œuvre éclairée par des bougies dans un intérieur. Ça devait avoir un effet absolument magique. On devait avoir l'enfant en train de sortir du mur quand on n'avait pas un éclairage électrique qui aujourd'hui nous donne beaucoup d'informations sur les tableaux, mais voilà, je trouve nous fait perdre un petit peu de la magie de ces œuvres. Alors, lui, spécifiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a fait partie des donations faites au musée de la donation Granville. Donc, bon, voilà, ça fait partie des œuvres importantes qui sont rentrées dans le musée grâce à des donations. Juste pour vous donner une idée de la préciosité, si je peux dire, de cette œuvre, il reste à peu près une cinquantaine de tableaux de Georges de la Tour. Vous le savez, en fait, il a été très célèbre de son vivant. Et ensuite, il a, oui, c'est un lore, c'est vrai, un peintre qui a complètement disparu dans l'histoire et qu'on a redécouvert au XXe siècle. Alors, allez, j'avance et puis j'ai bientôt je vous libère. Je voulais vous montrer une œuvre de Philippe de Champaigne parce que elle est un élément d'un très très grand groupe qui est dispersé sur plusieurs musées de province. Comme ça nous permettrait éventuellement d'aller à Lyon, à Grenoble et dans une des églises de Libourne, où sont déposées une partie d'un ensemble peint pour le Carmel de l'Incarnation, qui était rue Saint-Jacques à Paris, œuvres qui ont donc bien évidemment été saisies et dispersées après la période révolutionnaire. Et donc celui-ci a été déposé à Dijon en 1812. C'était un énorme ensemble qui décorait la nef de l'église. Et donc, l'œuvre de Philippe de Champaigne, pour vous donner une idée, le panneau à lui tout seul fait presque 4 mètres de haut pour plus de 3 mètres de large. Donc, c'est un énorme tableau peint donc par Philippe de Champaigne, alors qu'il est encore un jeune peintre. Hein, si vous y faites attention, il a une grosse vingtaine d'années quand il réalise ce tableau. Donc, pour nous, c'est passionnant parce que c'est une œuvre de jeunesse de Philippe de Champaigne qui montre clairement la naissance de ce que va être le développement du classicisme en France, entre autres grâce à Philippe de Champaigne. Là encore une fois, c'est un peintre qui est des écoles qui est du nord de la France. Il est un peintre d'origine flamande qui vient travailler à Paris auprès de Marie de Médicis. Et en l'occurrence, ce panneau-là, précisément, a été peint grâce au financement de Léon Boutillier, qui a été d'abord intendant de Marie de Médicis, puis ensuite intendant des finances de France. Et en fait, on a les armes de ce commanditaire en bas à droite à gauche de la composition. Si vous regardez les pieds du personnage complètement à gauche, voilà, juste à sa droite, on a les armes de Boutillier. Le centre, l'axe de la composition est occupé par Siméon, donc qui est le grand prêtre et qui, au moment de la circoncision, reconnaît la naissance de la réincarnation de Dieu au travers de la figure du Christ. En bas à droite, la Vierge, donc, qui est surprise de l'annonce qu'est en train de faire Siméon. Siméon est en train de regarder vers le ciel, ça c'est passionnant pour nous. On a une étude à l'huile sur papier au musée de Dijon de la figure de Siméon. Il n'est pas impossible qu'en réalité ce soit un modèle de Philippe de Champaigne qui est servi pour cette figure. Philippe de Champaigne est un très très grand portraitiste. Et donc voilà, on est au tout début de sa carrière. L'expression de Siméon est très très importante pour nous, donc qui reconnaît la divinité dans la figure de l'enfant qu'il tient dans ses bras, et donc qui surprend la Vierge, d'où la gestuelle du personnage. Pour la petite anecdote, pour vous aider à lire, la Vierge est quasiment systématiquement habillée de bleu, rouge et blanc.
qui sont donc ces couleurs qui permettent systématiquement dans les tableaux que vous la reconnaissiez. Le blanc, bien évidemment, la pureté, le bleu, le céleste, le ciel, et le rouge, la passion. Ce sont des couleurs qu'elle a en commun avec la figure du Christ quand il est représenté adulte. Derrière la composition de ce groupe, donc, Philippe de Champaigne imagine une architecture du temple de Jérusalem. Ça lui a permis de travailler les plans à l'intérieur de sa composition. On considère que c'est quand même une œuvre du début de la carrière du peintre, par cet aspect un peu brutal dans la juxtaposition des plans et des personnages les uns derrière les autres. Vous êtes d'évidence dans une composition qui va être par la suite source du classicisme, développement du classicisme. Vous ferez attention à ça. On a une frise des têtes au centre de la composition, dans une ligne très droite. Il n'y a que la figure de la Vierge qui se trouve en dessous. Vous avez fait attention. Les personnages à gauche vous introduisent à l'intérieur de la composition. Siméon est en axe, et tous les personnages sur la droite ensuite referment la composition pour vous ramener vers l'axe, vers Siméon, encore une fois, qui est le personnage principal de cette composition. On a un petit dernier détail qui me plaît bien, donc je vous le signale. C'est une hypothèse, on n'a aucune certitude, mais c'est charmant quand même, donc je vous le dis. Regardez complètement à droite du tableau des groupes. On a cette femme avec un enfant, puis juste sur sa gauche, un visage qui vous regarde. Souvent, et c'est probablement le cas ici, les visages qui vous regardent à l'intérieur de ces compositions, c'est le peintre qui s'introduit à l'intérieur de l'œuvre. Il s'agit peut-être d'un portrait de Philippe de Champaigne jeune. Voilà, la magie de ces tableaux. Encore une fois, j'espère que ça vous donne envie d'aller à Dijon. Alors, je passe un nombre d'œuvres colossal, et c'est monstrueux. Je passe toutes les sculptures de Rude, qui est natif de Dijon. Donc, on a tout un fond Rude à Dijon, et Frémier, son neveu. Et on va terminer l'œuvre par une œuvre d'un artiste qui n'est pas forcément très très bien connu du grand public, et qui est originaire de Saulieu, que personnellement je trouve superbe, des œuvres d'un sculpteur génial, qu'est François Pompon, malheureusement pas forcément très connu. Et voilà, le musée de Dijon est dépositaire d'une partie du fond de son atelier, avec le musée de Saulieu. À sa mort en 1933, les fonds de l'atelier ont été divisés entre Dijon et Saulieu. Et voilà, le musée est dépositaire d'une partie du fonds. Voilà, vous le connaissez par l'ours. Alors, l'ours a été réalisé en 1922. Pour la petite anecdote, alors il a été d'abord formé à Dijon, puis à l'école des arts décoratifs à Paris. Il a travaillé pour plusieurs ateliers, mais il a été un très important praticien dans un atelier fondamental de la fin du 19e. Il a été un des praticiens de Rodin. Vous le savez, Rodin faisait réaliser les marbres par des mains, qui étaient ceux qui passaient l'œuvre virtuelle du peintre en argile ou en plâtre vers la forme définitive qu'était le marbre. Or, c'est la qualification de Pompon, qui est un très grand sculpteur dans la pierre en particulier. Il est un des adjoints de Rodin entre 1890 et 1896. Il a même été directement le maître d'atelier de Rodin. Et puis donc, dans une seconde vie, dans un autre atelier, il a commencé à réaliser de ces sculptures d'animaux qu'il a au fur et à mesure simplifiées pour obtenir une vie au travers de ces représentations animales, de supprimer au fur et à mesure tous les détails pour obtenir l'essentiel d'une œuvre. Et donc, spécifiquement, Laurent Houtan est pris d'une figure du zoo du Jardin des Plantes à Paris. Et donc, on sait qu'en fait, il allait sur place avec un mini atelier de sculpture. Il avait avec lui en fait de la terre, et il formait les esquisses de ce qu'il voulait représenter. Et une fois de retour dans son atelier, simplifier pour obtenir l'essence de l'animal, que ce soit un animal de basse-cour ou un animal beaucoup plus exotique, l'ours, la girafe, ou spécifiquement, je le trouve superbe, Laurent Houtan. Alors,
Les pompons, oui, vous en avez au musée d'Orsay, le plus célèbre d'entre eux, l'ours blanc est au musée d'Orsay, hein, il est en pierre, et alors là, je me fais vraiment plaisir. Je fais un petit retour en arrière pour cette dernière œuvre. Celui que je vous présentais, donc qui est au musée des Beaux-Arts de Dijon, est en marbre noir, comme la dalle de la tombe des tombeaux des ducs de Bourgogne. C'est une œuvre absolument superbe. Si vous allez la voir, on a l'impression d'avoir affaire à un bronze patiné. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est un marbre taillé, et le sculpteur Pompon, génial pour ça, a simplifié la fourrure de Laurent Houtan pour ne créer que des volumes et de créer cet effet de chatoiement de la matière du marbre pour évoquer l'éclat de la fourrure du singe. Voilà, alors j'espère que que ça vous a intéressé. Je ne vous ai donc montré que quelques-unes des œuvres que détient le musée. Il a donc été euh, euh, ouvert de nouveau au public au mois de mai 2019. Donc malheureusement, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, il est fermé pour le moment, bien évidemment. On espère que tout ça, que tous ces musées rouvriront très très rapidement pour que nous puissions y aller ensemble. Alors, je vérifie, voilà, juste. Oui, c'est vrai que pour voilà, il faut vraiment y aller. Ça permettrait aussi de redécouvrir, de redécouvrir ces collections. Et voilà, c'est un musée qui est facilement accessible, donc il faut en profiter. Alors, je ne vous parle même pas de la ville de Dijon, parce que bien évidemment, il n'y a pas que le musée, hein, il y a toute la ville elle-même à découvrir. Alors, juste pour nous, oui, il y a quelque chose d'un sage, hein, dans cette figure du singe. Et il avait été présenté pour une des expositions sur le monde, sur l'animal et l'homme au musée au Grand Palais. Et voilà, il y a quelque chose d'un transfert de l'humain, hein, à l'intérieur de cette figure. Alors, je vais vous abandonner, mais je voulais vous présenter les prochaines interventions, nos prochaines conférences. Donc, vendredi, demain, Madame Placier va présenter donc une balade architecturale autour du rococo et du néogothique dans l'Allemagne du XVIIIe et du XIXe siècle. On fera les perles architecturales de l'Adriatique, et c'est Agnès Loury qui vous présentera cette balade lundi prochain. Et mardi, on rejoint Chicago avec Laurent Abri. Je vous remercie de votre attention et j'espère que voilà, on aura l'occasion de voyager ensemble pour aller découvrir ces merveilles de France, d'Europe et puis bientôt du monde ensemble. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.